Europe 1 Soir Week-end, deuxième heure. J'accueille mes débatteurs. Antonin André, chef du service politique du JDD. Bonsoir Antonin. Elliot Maman, chroniqueur politique. Bonsoir Elliot. Bonsoir. On va évoquer avec vous, messieurs, ce qui se passe en Iran en ce moment, puisque les choses bougent. Le mouvement de protestation continue de s'amplifier, malgré les coupures Internet. 48 heures manifestement de coupures Internet. Le fils du dernier Shah d'Iran appelle désormais les manifestants à se préparer à prendre les centres-villes, alors que lui, Donald Trump, maintient la pression. Bonsoir François Hesbourg. Bonsoir. Vous êtes conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique, auteur du Suicide de l'Amérique aux éditions Odile Jacob. J'ai envie de vous demander si cette fois-ci c'est la bonne. On a eu plusieurs mouvements d'ampleur. Là, c'est vrai qu'il y a Donald Trump, on en parlera, qui met, si j'ose dire, pardonnez-moi cette expression familière, son grain de sel. Est-ce qu'on assiste à la fin du régime des mollahs et de l'ayatollah Khamenei ? Alors, je ne sais pas si c'est la bonne, mais c'est la plus prometteuse. On a eu des occasions dans le passé, 2009, les élections présidentielles de l'époque, et il y a 8 ans, il y avait eu des émeutes importantes, sans parler de celles d'il y a 1 an et demi, avec les femmes très courageuses qui se sont soulevées. Tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Il y a une chose que le régime iranien sait faire remarquablement, hélas, c'est la répression. Et il est très doué il est très très doué pour la répression. J'espère que cette fois-ci, enfin, le régime va tomber. Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que c'est la révolte la plus prometteuse ? La plus prometteuse à cause de la démographie des manifestants. Beaucoup, bien sûr, on avait et on a toujours des femmes, mais cette fois-ci, il y a aussi des hommes en âge de travailler. On a une coupe spectrale de la population iranienne, urbaine, dans ces manifestations. Ce ne sont pas non plus simplement les bobos des quartiers nord de Téhéran. Le régime a quand même du souci à se faire. Ça veut dire qu'il y a énormément de colère. On sait que c'est parti évidemment du pouvoir d'achat, de l'inflation. Ça veut dire qu'aujourd'hui la situation est devenue invivable pour la majorité des Iraniens et qu'ils se révoltent contre le régime. Elle est dure. La monnaie ne cesse de s'effriter. Le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Et bien sûr, tout ceci sur toile de fond de répression, bien sûr, à commencer par celle qui se porte contre les femmes. Mais il ne faut quand même pas oublier que 50% de la population en Iran, comme ailleurs, ce sont des femmes, et que dans les familles, les hommes ne sont pas forcément ravis que leur femme ou leur fille se fasse sévicer par le régime non plus. Vous faites bien de le rappeler, François Hesbourg, parce que c'est vrai qu'on dit toujours qu'il y a une répression des femmes, mais peut-être que nos auditeurs ne savent pas toujours à quoi ça correspond. Ça veut dire quoi qu'on peut... Je lisais ça, c'est vrai que ça paraît ahurissant. On peut se marier, enfin le droit de l'âge légal du mariage, c'est à 9 ans, c'est ça ? C'est que dans ces eaux-là, ça a un petit peu changé récemment, mais non, le sort des femmes, évidemment, n'est pas particulièrement enviable, c'est le moins que l'on puisse dire, et celles qui se sont soulevées sont effectivement très, très courageuses, ainsi que les hommes qui les ont soutenues, dont un certain nombre de femmes et d'hommes ont été pendus en assez grand nombre l'année dernière. Antonin André ? Oui, vous parliez du système répressif en Iran. Il y a une partie de la hiérarchie des gardiens de la Révolution qui, d'ailleurs, détient le pouvoir économique et exploite la manne pétrolière, qui, évidemment, va tout faire pour se maintenir. Et on a vu notamment qu'il était annoncé que serait donné à chaque foyer iranien, sur 3 mois, je crois, une prime de plusieurs milliers d'euros, de façon à essayer d'éteindre la colère. Est-ce que le saupoudrage économique ou les mesures économiques sont de nature à calmer cette colère, ou est-ce que là, cette fois, on déborde le simple cas du prétexte économique et une remise en cause réellement du régime en lui-même ? Je ne vois pas comment le régime peut survivre sans recourir massivement à la répression. Et encore une fois, malheureusement, c'est ce qu'il sait faire de mieux. S'il avait assez d'argent pour faire de la redistribution à tous les étages, sans doute le ferait-il, mais en l'occurrence, il n'en a pas trop les moyens.
Alors, il y a un nouvel élément, c'est celui-ci, on va l'écouter, Donald Trump, qui lui encourage les manifestants et met en garde Téhéran, promettant d'intervenir si la répression devenait encore plus meurtrière. L'Iran a de gros ennuis. Il me semble que les gens prennent le contrôle de certaines villes que personne ne pensait vraiment possible il y a quelques semaines à peine. Nous surveillons la situation très attentivement. J'ai déclaré très fermement que s'ils commencent à tuer des gens comme ils l'ont fait dans le passé, nous nous impliquerons, nous les frapperons très fort là où ça fait mal. Et ça ne veut pas dire des bottes sur le terrain, mais ça veut dire les frapper très très fort là où ça fait mal. François Hesbourg, quand on voit ce qui s'est passé au Venezuela ces dernières semaines avec Nicolas Maduro, on est peut-être tenté de croire le président américain. Est-ce que ça, c'est pas un élément changeant, vraiment élément crucial? Il faut toujours écouter très attentivement ce que dit M. Trump et la phrase qui pour moi est quand même la plus importante, c'est quand il dit « il ne s'agit pas de mettre des bottes sur le terrain ». Trump demeure extrêmement réticent à l'égard de toute forme d'engagement militaire dans lequel ses troupes et lui-même pourraient se mettre à risque physiquement et en ce qui le concerne politiquement. Et ce qui serait contre-productif d'ailleurs en Iran. Et en Iran, ça poserait évidemment en plus quelques problèmes. Du coup, Trump a aussi signifié qu'il mettait des limites à ce qu'il pourrait faire. Je ne pense pas que l'ayatollah Khamenei puisse se faire enlever comme s'était fait enlever Maduro. Donc que Trump fasse pression à travers ses propos, j'allais dire dont acte, mais ça ne peut effectivement qu'encourager les Iraniens, mais dans la pratique, il s'est quand même assigné des limites assez étroites. Il y avait eu des assassinats ciblés, le patron du Hezbollah, du Hamas, Ismail Haniyeh s'est fait tuer en Iran. Est-ce qu'Israël, qui est pour le moment assez silencieux, pourrait, d'une façon ou d'une autre, intervenir ou essayer d'accélérer cette chute du régime? Il le pourrait, mais c'est extrêmement difficile. Le régime, vous l'avez rappelé il y a quelques instants, a un certain nombre de soutiens, et notamment économiques, le Pasdaran, toutes les fondations qui s'y rattachent vont se battre comme des chiffonniers pour garder le pouvoir. Et il ne suffit pas d'assassinats ciblés comme ceux qui peuvent être conduits contre les responsables du programme nucléaire qui puissent suffire à y faire face. Il s'agit d'une menace de guerre civile avec certes d'un côté des bons et de l'autre côté des pas bons du tout. Oui. On peut au moins dire ça. Mais le fait est est-ce que l'armée pourrait se retourner? Parce qu'on l'a vu dans d'autres pays, notamment les révolutions arabes en Tunisie. Est-ce que ça pourrait être le cas en Iran? Est-ce que c'est envisageable? Non, l'armée, elle pourrait se retourner contre le gouvernement, les cas échéants. Alors que dans les pays arabes, en général, elle est intervenue pour s'approprier le pouvoir et installer une nouvelle dictature. Je ne pense pas que l'armée iranienne soit sur ce chemin-là. La force militaire qui suscite le rejet, ce sont bien les gardiens de la révolution, c'est l'armée idéologique. C'est, pour prendre un parallèle avec l'Allemagne des années 30, c'est la Wehrmacht d'un côté, les SS de l'autre, si je puis dire. Et ils ne s'aiment pas beaucoup. Elliot Maman. Oui, sur la constellation de partis qui pourraient prendre la relève en cas de potentielle chute du régime des Mollahs, je crois que l'intégralité d'entre eux sont plus libéraux par rapport aux mœurs, mais l'avenir de l'Iran en cas de chute du régime des Mollahs sera-t-il nécessairement plus démocratique pour autant? Il ne serait pas forcément plus démocratique. Parmi les opposants les plus durs au régime, il y a eu les Moudjahidines du peuple, qui sont d'ailleurs, en ce qui concerne leurs activités extérieures, toujours plus ou moins installés en France, à Auvers-sur-Oise. Les Moudjahidines du peuple, on les appelait, il y a une quarantaine d'années, on les appelait les islamo-marxistes, ce qui est une façon de dire que ce n'était pas exactement des démocrates authentiques et sincères. Ils étaient authentiquement et sincèrement anti-Mollah. Oui. Ça, c'est vrai.
mais ça n'en faisait pas des démocrates devant l'Éternel. On parle beaucoup de Reza Pahlavi, le fils du Shah, figure de l'opposition, que Donald Trump ne soutient pas franchement, mais manifestement son nom est sur toutes les lèvres lors des manifestations, en tout cas dont on a pu voir les extraits en vidéo sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça c'est une figure crédible selon vous? Il fera forcément partie de l'équation. Il est très très difficile de savoir dans quelle mesure il est considéré comme représentatif par la population. L'homme est par définition très peu connu en Iran. Il n'est pas invité sur les plateaux de la radio et de la télévision iranienne. On en parle beaucoup dans les médias occidentaux, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. Donc il est très difficile de se faire une opinion. L'homme a certainement l'ambition de remplir ce rôle. Et pour la population, c'est un point de repère. D'où les cris que l'on entend pro-Shah dans les manifestations. Mais il est impossible de dire à ce stade s'il suscite une adhésion politiquement bancable. C'est bien de vous entendre parce que c'est vrai qu'on a toujours les conversations sur les télés françaises, européennes, et puis peut-être la réalité du terrain qui est sensiblement différente. Je voulais vous faire réagir, François Hesbourg, aussi aux appétits de l'ogre Trump, si j'ose dire, sur le Groenland. D'ailleurs, cette petite phrase du New York Times qui m'a interpellée, il n'y a qu'une seule chose qui peut m'arrêter, ma propre moralité. Je n'ai pas besoin du droit international. C'est vrai qu'elle a été peu commentée, cette phrase, mais elle est assez étonnante quand même. D'ailleurs, elle vous fait rire. Alors bon, ça vous évoque quoi? Ça fait froid au dos quand même. Ça fait rire dans le sens où on a l'impression d'écouter une caricature de Trump par des anti-trumpistes. Là, c'est Trump qui fait de l'anti-trumpisme involontaire, si je puis dire. Reste à définir sa propre moralité. Voilà. Trump veut réellement prendre possession du Groenland. Ce n'est pas simplement un souci d'investissement pour les minerais ou un souci de sécurité. Les soucis de sécurité, ils sont faciles à remplir. Oui. Le Groenland fait partie de l'OTAN. Et le Danemark, qui est le pays souverain au Groenland en matière de politique étrangère de sécurité, le Danemark est lui-même membre fondateur de l'OTAN, et les États-Unis ont des accords avec le Danemark qui leur permettent d'installer tout ce qu'ils veulent comme base nouvelle ou pour renforcer les effectifs américains que les Américains ont choisi au fil des années de fortement réduire. Ce ne sont pas les Danois qui ont réduit les effectifs, ce sont les Américains qui l'ont fait. Alors si Trump veut mettre de nouvelles bases au Groenland, les Danois diront tout de suite oui, ils l'ont d'ailleurs déjà dit. Par contre, ce que les Danois ne peuvent pas faire, ils ne feront pas, et les Groenlandais non plus, c'est de se faire prendre le Danemark. Il y a une petite différence entre travailler ensemble et de se faire purement et simplement. Mais écoutez voler. Quand même, François Hesbourg, pardonnez-moi de vous couper, mais écoutez, Donald Trump, c'est assez clair, hein, ce qu'il dit, manière forte ou manière douce, on le prendra, ce Groenland. Oui, absolument, ce sera la fin de l'OTAN. Je ne parle pas encore d'argent pour le Groenland, je pourrais en parler, mais pour le moment, nous allons faire quelque chose sur le Groenland, qu'il le veuille ou non. Parce que si nous ne le faisons pas, eh bien la Russie ou la Chine prendront le contrôle du Groenland et nous n'aurons pas la Russie ou la Chine comme voisins. Je voudrais conclure un accord de la manière douce, mais si nous ne le faisons pas de la manière douce, nous le ferons de la manière forte. Et d'ailleurs, je suis un fan du Danemark aussi. Je dois vous dire, ils ont été très sympas avec moi. François Hesbourg, on entend que Donald Trump est déterminé, il met en avant la menace sécuritaire, vous en avez parlé, menace russe, menace chinoise. Est-ce que c'est un argument crédible ou quelle est l'arrière-pensée si ce n'est pas le cas? Mais qu'il soit crédible ou pas, le fait est que le Groenland appartient déjà à l'OTAN et que le Danemark, qui est le pays suzerain, appartient également à l'OTAN et que les États-Unis, eux aussi, appartiennent à l'OTAN. La notion qu'on assure la sécurité d'un pays de l'OTAN en le faisant envahir par un autre pays membre de l'OTAN, ça requiert un degré de souplesse intellectuelle que personnellement je ne possède pas. C'est un peu comme si on disait ah oui, les Français ils savent pas se défendre. Regardez, ils ne dépensent que
que 2% de leur PIB pour la défense. Mais pourquoi Donald Trump veut autant le Groenland? Moi, j'ai du mal à comprendre la vraie raison. Ça fait partie de l'hémisphère. À ses yeux, ça fait partie de l'hémisphère occidental. Et comme ça fait partie de l'hémisphère occidental, les États-Unis doivent être le patron. C'est la version polaire et non pas tropicale de la doctrine Monroe, version Venezuela. Merci François Hesbourg d'avoir été avec nous, conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique et auteur du Suicide de l'Amérique aux éditions Odile Jacob. On marque une petite pause et on retrouvera Maëlle Laurent pour le point sur l'actualité et la suite de nos débats avec Antonin André et Elliot Maman.